Jurek Kuskiewicz, journaliste au Soir, vous suivez les affaires européennes, et Benjamin Botson, vous êtes chercheur à l'Institut d'études européennes à l'UCL. Alors, je le disais, les discussions sur le Brexit démarrent lundi. Mais au fond, Jurek Kuskiewicz, qu'est-ce qui va se passer exactement lundi? Ça veut dire quoi que les négociations sur le Brexit démarrent lundi? Alors, c'est le lancement formel et symbolique et surtout officiel des négociations. C'est ce qu'on appelle le premier round qui était prévu depuis un certain temps. Et donc, ce premier round était surtout destiné à cadrer un petit peu, à organiser techniquement la négociation qui va se poursuivre en principe pendant plusieurs mois, enfin formellement pendant un peu moins de 2 ans. Est-ce que c'était une manière aussi, Benjamin Botson, pour Theresa May, Première ministre britannique, de montrer qu'elle était capable de suivre le calendrier qui avait été fixé, parce que c'est bien la date qui avait été fixée, malgré le contexte assez bousculé dans lequel elle se trouve au Royaume-Uni? Effectivement, c'est l'image qui ressort, et c'est la une de tous les journaux de dire que le calendrier est respecté. Donc, en termes d'image, elle réussit. Mais par exemple, pour commencer les négociations, juste pour organiser la réunion de lundi, il y avait un document préparatoire que les Britanniques devaient fournir, que l'Union européenne de son côté a fourni il y a 4 jours. Et aujourd'hui, en ce moment même, les Britanniques n'ont toujours pas envoyé leur document. Donc on voit bien que le calendrier est respecté, on profite du fait que de toute façon lundi, on ne devait pas discuter de grand-chose, même si Theresa May sortait des élections avec une grosse majorité, mais que c'est dans les coulisses, branle-bas de combat. Oui. Le problème, c'est que l'élection a changé la donne. Oui, voilà, parce que j'allais vous poser la question, Jurek Kuskiewicz. Theresa May, j'expliquais qu'elle était affaiblie par les résultats électoraux qui lui ont été extrêmement défavorables. Elle serait pris une raclée électorale là, maintenant. Donc, elle a gagné, mais elle n'a pas de majorité absolue. Voilà, oui, enfin, et puis elle a perdu par rapport au score des Tories précédemment, et surtout, elle espérait être renforcée, ce qui n'a pas été le cas. Qu'est-ce que ça augure pour les négociations, ça, Jurek Kuskiewicz, le fait que l'Angleterre arrive de manière aussi affaiblie à l'entame de ces négociations? Mais d'abord, fondamentalement, comme Theresa May était partisane de ce qu'on appelle un hard Brexit, c'est-à-dire d'une sortie pure et dure, une sortie de l'Union européenne, de son marché unique et même de l'Union douanière qui a une structure, je dirais, de base de l'Union européenne à laquelle participent même des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne comme la Turquie. Et donc ça, c'était ce qu'on appelait le hard Brexit. Et donc l'élection, comme elle a affaibli Theresa May, remet en question totalement cette approche stratégique de la négociation. Et comme Theresa May n'a pas encore réellement de majorité au Parlement, puisqu'elle est en train de négocier avec un petit parti d'Irlande du Nord, on ne connaît pas, et peut-être qu'elle-même ne connaît pas encore très bien, quelle sera sa position, quel sera son objectif dans cette négociation. C'est ça. Benjamin Botson, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne arrive à l'entame de ces négociations en ne sachant en fait pas ce qu'elle va demander ou ce qu'elle va négocier. Ah oui, elle ne sait pas ce qu'elle va pouvoir demander parce qu'elle ne sait pas de quoi sera fait cet accord pour cette majorité entre les Tories et le Democratic Unionist Party. Si, sur le plan interne, ce petit parti d'Irlande du Nord demande à avoir des compensations en échange d'un soutien pour le Brexit, comme par exemple un investissement plus massif en Irlande du Nord, si c'était déjà compliqué de discuter rien qu'avec l'Union européenne, mais si en plus ces discussions-là sont conditionnées au niveau britannique à des conditions des discussions de politique interne très sensibles, l'Irlande du Nord, c'est cette partie sur l'île de l'Irlande, avec les tensions que l'on connaît entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, ça rend les choses encore plus sensibles qu'elles ne l'étaient. Jurek Kuskiewicz, au niveau alors de l'Union européenne, quelles vont être les priorités qui vont être présentées? Parce que si, d'une part, la Grande-Bretagne arrive en ne sachant pas encore très bien, vous parliez de hard Brexit, cette position très dure sur la sortie de l'Union européenne, il y avait son pendant qui est défendu aussi par certains, d'ailleurs au sein du parti de Theresa May, qui est ce soft Brexit. Oui, oui. Peut-être avant d'en venir à ces priorités de l'Union européenne, quelle est la différence entre les deux finalement, entre cette position hard Brexit et la position soft Brexit? Alors, le hard Brexit, bon, en réalité, c'est surtout une vue d'esprit, consiste surtout à dire
on sort on sort de tout ce dont on peut sortir. C'est-à-dire qu'on sort du marché unique, on n'accepte aucun accord sur la libre circulation, puisque l'un des moteurs du Brexit dans le chef de ceux qui s'en sont fait, les avocats et donc des électeurs, c'était de freiner l'immigration extérieure et surtout la libre circulation intérieure, c'est-à-dire l'immigration à l'intérieur de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Et donc le hard Brexit, c'est sorti de tout ça. C'est ne pas rentrer dans des compromis qui permettraient quand même aux citoyens de l'Union européenne de s'établir, de travailler librement au Royaume-Uni. Maintenant, le message de l'élection, l'affaiblissement de Theresa May, le message, s'il y a un message des électeurs, apparemment, c'est qu'ils n'ont pas voulu de cette ligne-là, puisque Theresa May a demandé aux électeurs un blanc-seing et une forte majorité pour défendre cette position. Elle ne l'a pas eu. Donc, le résultat logique serait effectivement que le Royaume-Uni recherche un peu plus de compromis, c'est-à-dire de rester un petit peu plus quand même, de garder un lien un petit peu plus resserré que ce qu'elle ne le disait précédemment avec l'Union européenne. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Benjamin Botson, que les Britanniques rétropédalent carrément et reviennent en arrière par rapport au Brexit ? On peut tout imaginer. Juridiquement, on peut tout imaginer. On peut dire que demain, on arrête tout et que le Royaume-Uni reste... Et politiquement ? Politiquement, il faudrait assumer les conséquences sur le plan interne. Si on continue à interpréter le vote britannique d'il y a un an, presque le 23 juin 2016, comme étant une volonté claire des Britanniques de quitter le Royaume-Uni, quiconque déciderait le contraire devra assumer devant le Parlement. Jurek Kuskiewicz, la date en principe, l'échéance de ce Brexit, c'est fin 2018. C'est mars 2019, puisque la notification de sortie a été transmise à l'Union européenne le 29 mars 2017, donc c'est le 29 mars. 2 ans plus tard. Voilà, c'est 2 ans plus tard. Mars 2019, est-ce que c'est tenable cette échéance ? En réalité, non, c'est pas tenable. Une sortie totale, que ce soit une sortie dure ou molle ou soft, en pratique n'est pas possible, parce que le Royaume-Uni aurait trop de choses à recréer, de structures à recréer, de lois à recréer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une série de compétences européennes qui vont être rapatriées. Donc tout le monde sait que ce n'est pas possible, ce qui implique qu'il faudra que le Royaume-Uni, quel que soit la relation future avec l'Union européenne, il faudra des périodes transitoires qui vont durer probablement, dans certains domaines, peut-être jusqu'à même 15 ans. Ce qui, évidemment, hérisse immédiatement les partisans du Brexit en Grande-Bretagne, puisque eux, les plus durs disent non, on sort du jour au lendemain, tout est fini, on n'a plus rien à voir avec l'Union européenne. Ce n'est pas possible, et en réalité, on le sent bien. On le sait bien. Donc, à supposer même, ce qui reste à voir, que dans le peu de temps qui reste, puisque, de nouveau, à cause des élections, probablement que le Royaume-Uni a perdu un petit peu de temps, le temps de négociation reste assez court à l'intérieur de ces 2 ans, jusqu'en mars 2019, parce qu'il faut non seulement négocier, mais encore il faut faire approuver cet accord, tant par les communes, par le Parlement britannique, que par le Parlement européen, le Conseil européen, c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, à supposer qu'ils réussissent à négocier quelque chose en déant les 2 ans, il faudra encore après plusieurs années au moins pour que le Royaume-Uni sorte effectivement. Oui, Benjamin Botson, donc on comprend bien qu'on est parti pour des années. En attendant, pour les Européens et notamment les Belges qui sont installés au Royaume-Uni, qu'est-ce que ça va changer pendant cette période-là ? Est-ce qu'ils vont le sentir passer ? Et donc, ce qui est demandé par les 2 parties dans la négociation, c'est que rien ne change et qu'on puisse assurer juridiquement la situation des citoyens européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques dans le reste de l'Union européenne. Donc, a priori, si les négociations aboutissent sur ce point-là, qui sera un point crucial et qui sera un des premiers points abordés dans la négociation, il ne devrait rien avoir comme changement dans la situation des Européens au Royaume-Uni. Ouais, néanmoins, juste pour terminer, Jurek Kuskiewicz, sur la situation économique de la Grande-Bretagne, les conséquences que cette situation à la fois confuse, brouillée, pas claire, et en même temps, visiblement, ce processus qui se prépare à être très long, là, quelles pourraient être les conséquences ? Alors, pour l'instant, les seules conséquences, ce sont les conséquences de l'incertitude. Le monde des affaires
les entrepreneurs n'aiment pas l'incertitude, tout simplement parce qu'ils doivent faire leur budget, ils doivent contacter des clients, ils doivent faire leur business plan. Et donc, les entrepreneurs ou les marchés financiers détestent l'incertitude. Ils préfèrent avoir une mauvaise nouvelle et se préparer en conséquence que de ne pas savoir quel est l'horizon. Donc, les premières conséquences, ce sont celles-là. Et ça commence un tout petit peu à se ressentir. Effectivement, déjà, la livre a chuté, le cours de la livre a chuté, et on commence à avoir de petites conséquences. Par contre, les vraies conséquences de la sortie du Royaume-Uni, on ne les connaît pas encore. Elles seront certainement notables, tout simplement parce que commercer avec l'Union européenne de façon libre, sans avoir aucun droit de douane, quasiment aucune formalité, c'est pas la même chose que de devoir négocier des droits de douane, passer des formalités, attendre aux frontières, etc. Donc ces conséquences-là, on ne les voit pas encore, mais elles vont arriver. Et surtout, les experts britanniques eux-mêmes ne savent pas encore, n'ont pas encore calculé les différents scénarios de coût, de la facture, de ce que ça leur coûtera que de sortir de l'Union européenne. Très bien, merci pour vos explications à tous les deux. Évidemment, c'est un dossier qu'on continuera à suivre.